Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à la retraite et aux solutions qu'on peut mettre en place pour assurer l'avenir financier en vue de cette retraite. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par la basmala pour mettre la baraka, la bénédiction ce webinaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, on va commencer ce webinaire avec également, comme à notre habitude, une petite introduction. Petite introduction, pour savoir déjà et pour nous présenter à vous, savoir qui on est, qui est cette société 576i, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, on est une entreprise spécialisée dans les conseils financiers. 576i est une entreprise spécialisée dans les conseils financiers. La petite particularité, c'est que ce sont des conseils financiers conformes à l'éthique musulmane. L'entreprise a été créée il y a à peu près 14 ans. Elle a été créée autour de la solution Morabaha, hein. On avait commencé par cette solution. À l'époque, pour être tout à fait précis, on avait même importé la solution puisque c'est une vieille solution de financement, hein. C'est pas nous qui l'avons inventée. Simplement, nous, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a participé au groupe de travail qui avait été initié par Christine Lagarde pour donner un cadre juridique français à la Morabaha. Pas seulement d'ailleurs, à d'autres opérations commerciales comme la Musharaka, l'Ijara, etc. Alors, on a de notre côté développé l'entreprise autour de cette solution Morabaha et par la suite développer des solutions également d'épargne. Donc après avoir développé la solution Morabaha et qu'on a fait la première opération en 2010, c'est que l'opération Morabaha fonctionnait bien. On a financé de nombreux foyers. Et donc, par la suite, on a développé des solutions d'épargne. Bah, je dirais que c'est à peu près dans le même objectif, le même objectif, la même vision des choses. L'idée qui nous a animés depuis le départ, c'était d'offrir des solutions à la communauté musulmane au départ donc pour accéder à la propriété sans avoir recours à l'usure et à l'intérêt. Et ensuite, des solutions d'épargne également, comme une solution et une alternative à la communauté musulmane pour cette fois-ci faire fructifier l'épargne de tout à chacun dans les produits de placement éthiques conformes au droit du commerce musulman. Parce que comme vous savez, bien souvent, les produits qui sont présentés et proposés par les banques et les assureurs, ce sont des produits qui sont liés bien souvent à l'usure. C'est ce qu'on appelle les instruments de dette, c'est-à-dire que bien souvent, les gains générés sont générés via l'usure. En 2024, on a été pour la première fois, on a intégré le top 100 des fintech de France et on est la première entreprise spécialisée dans les conseils financiers conformes éthique musulmane à avoir intégré ce top 100. Euh, voilà donc pour la présentation. Voilà, un peu plus de 7000 clients maintenant. On a collecté, alors là, c'est pas actualisé, ça, c'est 70 millions collectés. Maintenant, on est plus que ça, bien sûr. On est environ à 150 millions collectés. Voilà, donc on est maintenant même 130 000 membres, hein. On est une communauté de 130 000 personnes. Ici, c'est une grande famille qui s'agrandit de jour en jour avec les clients qui nous font confiance. Et chez nous, donc, on est maintenant une quarantaine de collaborateurs. Alors, venons-en au fait et au sujet de ce webinaire. Pourquoi épargner pour sa retraite? Bon, pourquoi épargner pour sa retraite? C'est effectivement une question qu'on pourrait se poser. En définitive, en France, on a une retraite par répartition. Tous les mois, je cotise. Puis à la fin, bah, quand je vais être retraité, je vais avoir une partie de ces cotisations qui vont tomber. Donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de préparer pour sa retraite? Eh bien, pour trois raisons essentiellement. Il y a beaucoup de raisons, mais pour trois raisons essentiellement. La première, parce que vous allez perdre énormément de vos ressources actuelles, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le pourcentage de ce que vous allez gagner à la retraite par rapport à ce que vous gagnez quand vous étiez salarié. Donc, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement, il est de plus en plus faible. Et une retraite moyenne aujourd'hui en France, c'est 1350 euros. Donc ça, c'est la première raison. Et cette raison-là suffit en réalité parce qu'avec 1350 euros en France, on ne vit pas, on survit. Inévitablement, se préparer pour sa retraite, ça devrait être un souci dès le départ en réalité. Dès que je commence ma vie active, je dois me soucier de la retraite. Deuxième raison, les incertitudes économiques.
Donc bah, là, c'est pareil, hein. Donc, on l'a dit, une retraite moyenne, c'est 1 350 euros. Admettons que ça reste à peu près le même chiffre dans 10 ans, dans 20 ans. Bah, en plus, avec l'inflation, avec le coût des choses qui augmentent, bah, finalement, ma retraite, en définitive, ne sera pas suffisante. C'est déjà le cas et ce sera certainement encore plus vrai avec le temps. Et enfin, la sérénité d'esprit, bah, forcément. Quand on est retraité et qu'on gagne 1 350 euros, bah, tous les jours, on se demande ce qu'on va pouvoir manger à la fin du mois et on dépend des autres, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et se préparer pour un événement, notre belle religion, l'islam, nous recommande de le faire. Par exemple, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit à propos du Hajj, wa tazawwadu, fa inna khayra zad at-taqwa. Donc ici, tazawwadu, donc il nous demande de faire des provisions pour le Hajj, pour se préparer pour le Hajj, puisque comme vous le savez, à l'époque, on partait quand même d'assez loin. Donc là, ici, tazawwadu, donc préparez-vous pour ce Hajj, préparez-vous, on n'y va pas comme ça, non, il faut se préparer, voilà, on va se préparer pour cet événement qui, en définitive, va pas durer très longtemps, quelques jours seulement, d'accord? Également, il nous a rapporté donc, dans la sunna que le prophète alayhi salam, faisait des provisions pour une année. Kana dakhir sana, et il faisait une provision pour son année entière. Donc, il allait s'apprévisionner en nourriture pour être tranquille pour une année. Alayhi salam. Donc, finalement, se préparer pour des événements, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'on nous enseigne. Et donc là, ici, c'est bien sûr d'autant plus vrai pour la retraite, puisque ça va être une période qui potentiellement qui sera très longue. Alors, comme je disais, donc, la première raison qu'on a évoquée, bah, elle devrait être suffisante. Et là, on le voit hein, avec ce tableau. Un salarié non cadre, on estime que son taux de remplacement, c'est environ 50%. Donc, s'il gagnait 2 797 € par mois, eh bien, on voit que sa pension de retraite nette serait de 1 395. Parce qu'un salarié cadre, lui, s'il touche 4 676 euros, eh bien, son taux de couverture est de 45% environ, donc il aurait une pension de retraite nette de 2 122 euros. Pour un médecin libéral, c'est encore pire, puisque là, on passe de 12K à 2 500 euros. Donc, quand vous avez un train de vie de 12 000 € et que du jour au lendemain, vous passez à 2 500 euros, bah, ça fait tout bizarre. Donc là, effectivement, le taux de couverture est encore plus faible, puisqu'il est d'environ 21%. On estime qu'en 2050, un salarié va toucher environ 42% de son salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement, ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Et aujourd'hui, une retraite moyenne, comme je disais, c'est 1 350 euros, donc des montants faibles. Alors, maintenant, qu'est-ce que font en général la plupart des Français pour se préparer donc pour la retraite. En règle générale, donc, bon, ils vont utiliser bah, les livrets, hein, les livrets d'épargne, les CEL, les PEL, les LDD, les livrets A, etc. Ils vont les charger à bloc pour mettre de l'argent de côté. Ils vont utiliser ces outils qui, comme vous le savez, donc là ici, ils sont entourés de rouge, ne sont pas éthiques, ne sont pas conformes au droit du commerce musulman. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ils génèrent de l'usure. Et en plus de générer de l'usure, eh bien, il y a un deuxième, une deuxième infraction, si je puis dire, au droit du commerce musulman, c'est que les fonds vont être utilisés pour des projets qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas conformes au droit du commerce musulman. Notamment, maintenant, une partie du livret A est utilisée notamment pour financer l'armement, pour financer les entreprises qui sont liées à l'armement. Pour quelle raison? Eh bien, parce que les banques elles-mêmes n'ont plus le droit de financer ces entreprises. Et malheureusement, après, on sait où vont les armes. La deuxième chose qu'on voit beaucoup aussi, c'est les investissements locatifs. Donc, des personnes qui vont, tout au long de leur vie active, vont essayer d'aller investir dans l'IMO. Alors là, c'est en orange. Pourquoi? Bah parce que forcément, ça va dépendre de la manière dont on va l'investir. Il est clair que si j'achète à crédit avec un prêt conventionnel un bien immobilier que je vais louer derrière, bah là, c'est pas bon. En revanche, nous, une solution qu'on peut apporter, donc depuis la Murabaha, c'est ce qu'on fait beaucoup, alhamdulillah, on va accompagner nos clients dans l'acquisition de biens immobiliers, donc d'investissement locatif, et cette fois-ci, donc, bien sûr, avec le levier de la Murabaha, donc avec notre instrument de Murabaha qu'on a développé, comme je disais, donc depuis 2010. On a fait donc cette fameuse opération en 2010, la première de France. Ensuite, on a le contrat d'assurance vie. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très utilisé aussi. Il faut savoir qu'il y a un foyer sur deux qui a un contrat d'assurance vie. C'est le placement préféré des Français. Et c'est pareil, c'est en orange. Pourquoi? Parce que bah, forcément, si je vais ouvrir un contrat d'assurance vie dans le conventionnel, c'est pas éthique, c'est pas conforme au droit du commerce musulman, c'est-à-dire que les fonds vont travailler d'une manière qui n'est pas halal. En revanche, chez nous, eh bien, on a développé un contrat d'assurance vie. Alors, il faut savoir qu'on a mis 1 an pour le faire.
Donc on a un pôle R&D qui s'occupe toujours d'essayer d'aller développer des nouvelles solutions d'épargne et de placement pour présenter et proposer des solutions euh, qui sont non seulement éthiques, c'est-à-dire qu'on va investir l'argent d'une manière éthique, mais en plus qui vont vous proposer un cadre fiscal avantageux avec des avantages fiscaux. Et donc nous, on avait à cœur finalement de proposer à la communauté musulmane les mêmes avantages que l'on peut avoir dans le conventionnel. Enfin, le dernier outil, c'est le PER, le plan d'épargne retraite individuel. Donc, ce qui est un outil également qui est formidable, en Orange également, parce que c'est pareil, bah, j'ouvre un plan d'épargne retraite individuelle chez AXA Assurance ou la caisse d'épargne, bah, forcément ce ne sera pas éthique. Et là, on va y revenir. Tandis que chez nous, ça le sera, et c'est pareil, c'est donc un produit de placement que l'on a développé de notre côté. Alors, comment préparer sa retraite en accord avec son éthique? Donc là, moi, je vais pas aujourd'hui, l'idée, c'est pas de passer en revue tous les outils qu'on vient de voir. L'idée, c'est d'en passer, c'est d'évoquer un sujet, parce que finalement, chaque produit qu'on vient d'évoquer, j'aurais besoin d'environ 20 à 25 minutes par produit. Donc là, c'est pas le but. Aujourd'hui, on a un webinaire qui va durer, Charles, 1 heure. On est 1 heure ensemble. On va essayer de pas dépasser. Et donc, on va faire un zoom sur le plan d'épargne retraite individuel. On a décidé de faire un zoom sur le PER. Pour quelle raison? Parce que c'est un outil qui est formidable. C'est un outil qui est très puissant. C'est un outil qui va vous permettre, petit 1, de mettre de l'argent de côté et donc de faire fructifier cet argent et de vous préparer pour la retraite. Et petit 2, qui va vous permettre également de défiscaliser. On y reviendra. Et donc, c'est un outil qui est ultra puissant. Petite introduction, et le PER, donc en quelques mots, donc le plan d'épargne retraite individuel. Il a été lancé en 2019, pardon, en 2019 par la loi Pacte. La loi Pacte a sorti cette famille de PER. Quand j'ai une famille, parce qu'on a le plan d'épargne retraite 1 IN à la fin pour individuel, ou co ou col à la fin pour collectif quand c'est pris au niveau d'une entreprise. Là, quand c'est 1 IN à la fin, c'est quand c'est individuel, c'est-à-dire que je le prends à mon nom propre, et donc j'ouvre le contrat à mon nom. Il remplace tous les anciens contrats, parce qu'en réalité, on a toujours eu en France des plans d'épargne retraite. Pour quelle raison est-ce qu'on a toujours eu les plans d'épargne retraite en France? Parce que, comme je le disais dans l'introduction, il y a fort longtemps, l'État français a choisi un système de retraite par répartition. C'est quoi un système de retraite par répartition? Bah, tous les mois, je cotise et à la fin, quand je suis retraité, je récupère une partie de ces cotisations. Le problème, c'est que le taux de remplacement, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc le pourcentage de ce que je vais gagner quand je vais être retraité par rapport à ce que je gagnais lorsque j'étais actif, est de plus en plus faible. D'accord? Et donc, on estime qu'en 2050, il va être d'environ 42% pour des salariés. Le fait est que la France étant pleinement consciente que, bah, avec 1350 euros, comme je disais, donc c'est la retraite moyenne, on ne vit pas, mais on survit, eh bien, ils ont voulu pousser les Français à mettre de côté pour la retraite. OK, maintenant, question. Comment on fait pour pousser une personne qui a 30 ans, 35 ans, qui vient de rentrer dans la vie active, de mettre de l'argent de côté? On pousse à mettre de l'argent de côté pour sa retraite dans 30 ans, voire plus. Eh bien là, ici, la France, lorsqu'elle veut faire sortir l'épargne des comptes bancaires des Français, pour rappel, on est champion du monde de l'épargne, eh bien, elle va utiliser la carotte de la défiscalisation. C'est le cas pour d'autres produits, comme par exemple le Pinel. Le Pinel, c'est le fait donc la loi Pinel, c'est le fait finalement d'aller investir dans l'immobilier neuf pour défiscaliser également, donc faire ce qu'on appelle une réduction d'impôt. Quand l'État français a remarqué qu'elle construisait pas assez de logements, et donc il y avait une faillite de l'État, elle s'est dit, voilà, maintenant il faut qu'on essaie de trouver une solution pour finalement construire beaucoup plus. Donc là, comment on fait pour, euh, on va dire, encourager les Français à sortir l'argent et à sortir leur épargne? Eh bien, ils ont mis en place des lois. On a la loi Sellier, on a la loi Pinel, donc qui permettent non seulement d'aller investir dans l'immobilier, mais derrière de défiscaliser. Donc, bon, il y a toujours un inconvénient. Dès lors que vous avez un avantage fiscal, ça s'accompagne forcément d'inconvénients. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous êtes obligé de louer pendant 6 ans, 9 ans, 12 ans. Donc, vous choisissez la période et louer un loyer qui est réduit. Donc, ça permettait finalement de pousser les Français à sortir l'argent pour injecter dans la pierre. Et bien là, ici, c'est à peu près le même principe. L'État français a mis en place donc, un système qui permet non seulement de mettre de l'argent de côté, se préparer pour la retraite, mais en plus de défiscaliser. Et donc, on va pousser finalement le Français à mettre de l'argent de côté, à se préparer pour la retraite. Et on va finalement tendre vers un système de retraite par capitalisation, au moins en partie, c'est quoi un système de retraite par capitalisation? Bah, c'est comme aux États-Unis, chacun se débrouille, chacun met de côté pendant sa vie active, et puis à la fin, bah, c'est ce que j'aurais pu mettre de côté quand je serai retraité.
Donc, bien sûr, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour cela et qui vont aider les Américains à mettre de côté. Là, ici, bien sûr, on va garder dans le système de retraite par répartition, mais l'État français veut pousser le français à se créer une sorte de retraite complémentaire. Donc, elle a mis en place ces fameux plans d'épargne retraite qui ont toujours existé. Avant, on a eu le PERP, la loi Madelin, l'article 89. Et en 2019, on a fait table rase de tout ça et l'État français a mis en place les PER, les plans d'épargne retraite. Alors, le plan d'épargne retraite, comme je disais, donc là, on va évoquer quand même un sujet qui est important, c'est la conformité. Comme je disais, finalement, le PER1, le plan d'épargne retraite individuel, il n'y a pas que 570 qui le proposent, hein, il y a d'autres entités, il y a la Caisse d'épargne, les banques populaires ou autres, et il y a les assureurs, AXA, Allianz, etc. Qu'est-ce qui va nous différencier? Il faut savoir une chose, c'est que pour la partie avantages fiscaux, on va avoir exactement les mêmes avantages fiscaux. D'accord? Ça ne change pas. C'est un cadre fiscal réglementé par l'État français. Et ça ne change pas. On aura tous les mêmes avantages fiscaux. Là où on va avoir une différence, c'est la manière dont on va faire travailler l'argent. Pour ce faire, ce que j'aime bien faire, moi, quand je présente le Perrin, c'est toujours faire un parallèle avec le conventionnel. Admettons, demain, M. Dupont pousse la porte de la caisse d'épargne. Bonjour, caisse d'épargne, je vais ouvrir un plan d'épargne retraite individuelle, je veux me préparer pour ma retraite. Là, ici, pas de problème, M. Dupont. Donc, la caisse d'épargne va dire, Monsieur Dupont, pas de problème. Quel est votre niveau quel est votre profil de risque, quelle est votre appétence pour le risque, parce qu'en général, ils vont proposer trois niveaux de risque, prudent, équilibré et dynamique. Plus M. Dupont sera dans un profil plutôt prudent, plus ils vont aller investir dans un volet dit défensif. Ce volet défensif, c'est-à-dire que si M. Dupont dit moi je veux zéro risque de perte de capital, eh bien ils vont aller dans leur volet défensif qui est composé essentiellement de fonds euros. C'est quoi des fonds euros? C'est principalement composé d'obligations. C'est quoi les obligations? C'est un instrument de dette. Des sommes d'argent sont prêtées, les sommes d'argent sont rendues avec des intérêts. D'accord? Bien sûr, pour résumer l'opération. Instrument de dette pure, ce qu'on appelle riba fadl, riba nasi'a, donc deux formes d'usure qui sont prohibées par le droit du commerce musulman. Ça va être le volet dit défensif. OK. Forcément, si c'est un volet défensif, donc à moindre risque, ça va rapporter peu. Parce que depuis la nuit des temps, l'investisseur est confronté au couple risque-rendement. C'est-à-dire que plus le placement est risqué, plus le rendement potentiel est élevé. Inversement, moins le placement est risqué et moins le rendement potentiel est élevé. OK. Donc souvent, les fonds euros, on va avoir des rendements qui vont tourner autour de 2%. Bien sûr, quand on parle de rendement dans le monde de la finance, c'est des rendements annuels. OK, donc là, ici, si M. Dupont dit non, 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 moi, vos 2%, ça ne m'intéresse pas, c'est à peine l'inflation. Moi, je veux un maximum de rentabilité, je suis prêt à prendre du risque pour ça. J'ai un dynamique, j'ai de l'appétence pour le risque, pas de problème. On investit on investit plutôt dans des produits qui potentiellement me rapportent plus. Donc là, ils vont aller investir dans un volet dit offensif. Leur volet offensif, il est composé essentiellement d'unités de compte, d'actions, la bourse. Sauf que là, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est la performance. Donc, peu importe les entreprises dans lesquelles ils vont investir. Ils peuvent très bien acheter des actions chez la Société Générale, qui ont des activités d'usure, comme des actions chez Pernod Ricard, qui produisent de l'alcool, chez Carrefour ou autre. Peu importe l'activité de l'entreprise. Ça, c'est la manière dont eux vont investir les fonds. Et ensuite, ils auront les avantages fiscaux. Là, on l'a dit, les avantages fiscaux, en revanche, là, c'est les mêmes pour tout le monde. OK. Chez nous, comment ça se passe? Chez nous, on va avoir aussi trois niveaux de risque. On a voulu finalement laisser l'opportunité également à nos clients d'avoir la possibilité de choisir le niveau de risque. Donc prudent, équilibré, dynamique. OK. Notre volet, donc on a deux volets également d'investissement. Un volet dit défensif et un volet offensif. Le volet défensif, bien sûr, on a supprimé les fonds euros et on les a remplacés par ce qu'on appelle des soukouk. Donc là, vous le voyez ici, c'est marqué hein, dans le deuxième point, des soukouk. Qu'est-ce que c'est que des soukouk? Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que sont que des soukouk. Déjà, au niveau de l'étymologie, soukouk, c'est un mot arabe. C'est le pluriel de sok. Sok, ça veut dire quoi? Ça veut dire une part ou un titre financier. Soukouk, ce sont donc des parts ou des titres financiers. OK. Dans la nomenclature de la finance conventionnelle, ils appellent ça des obligations musulmanes. En revanche, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler des obligations musulmanes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils appellent ça des obligations musulmanes? Parce qu'ils disent que ça y ressemble. Sauf qu'il y a une grande différence et je vais donc faire un parallèle avec les obligations pour pouvoir comprendre ce que sont des sukuk. Admettons, la France souhaite construire, je sais pas moi, une centrale nucléaire, parce que souvent les obligations, c'est utilisé pour les infrastructures. Bah, elle a besoin, je sais pas moi, d'un demi-milliard d'euros. Elle va émettre des obligations, les Français vont mettre à disposition des sommes d'argent, la France va piocher dans ces sommes d'argent, construire la centrale et rendre l'argent avec des intérêts, pour résumer l'opération. OK. Donc, instrument de dette. Avec les sukuk, nous, on ferait comment?
On dira à la France, voilà, nous les investisseurs, on ne va pas vous prêter d'argent, mais on va vous la construire, votre centrale. On va vous la construire et on va la découper en parts, donc en sukuk. On sera chacun propriétaire de parts de cette centrale. Et ensuite, on va venir vous revendre ces parts au fur et à mesure du temps dans un contrat prédéterminé. Ça, c'est dans le cadre de sukuk, d'une sorte de sukuk, on appelle sukuk murabaha. Ou alors, on va avoir sukuk ijara, où là, on va venir louer l'infrastructure à l'État français. D'accord? Donc, dans tous les cas, ici, la différence avec les obligations, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas prêter de l'argent, mais on va avoir derrière un actif tangible, quelque chose, comme dans mon exemple, donc la centrale. Par conséquent, ici, on ne va pas juste prêter de l'argent et récupérer l'argent avec des intérêts, mais on va plutôt aller investir dans l'immobilier ou autre. Les soukouk ont été émis pour la première fois au monde en Malaisie en 1996. La Malaisie est le plus gros consommateur de soukouk au monde. Ils ont énormément construit avec les soukouk. D'ailleurs, machallah, ils sont maintenant un pays bien développé. Les deuxièmes plus gros consommateurs, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats, vous avez l'Indonésie, les Maldives, etc. En général, c'est les pays du Moyen-Orient et les pays asiatiques, et bien souvent, donc bien sûr, à majorité musulmane. Alors, pourquoi est-ce que c'est considéré comme des produits à faible risque? Eh bien, parce que souvent, c'est des nations ou des entreprises publiques qui vont venir acheter ou louer les soukouk. Donc, inévitablement, moins de risques. Mais qui dit moins de risques, dit également rentabilité plus faible. On a aussi un deuxième volet donc dit offensif, donc pour ceux qui ont de l'appétence pour le risque, hein, ils ont plutôt un profil dit dynamique. Donc là, on a un volet également offensif, pas de problème. Sauf que notre volet offensif, ici, il va être composé également donc d'unités de compte, d'actions, etc. Sauf que ces actions et ces unités de compte, ils vont subir un double filtre. Alors, on va avoir le filtre de la performance. Comme dans le conventionnel, chez nous aussi, on s'occupe de la performance, hein, on ne lésine pas là-dessus. On a ce qu'on appelle chez nous un asset manager. C'est quoi un asset manager? Eh ben, son job, c'est d'aller chercher toujours les marchés, les placements les plus performants. Il est spécialisé dans les marchés financiers et son job, c'est d'aller chercher donc toujours les investissements les plus performants. OK. Sauf que là où on va être différent, parce que là, jusqu'à là, on n'est pas différent des autres, hein. Tout le monde a des asset managers. Sauf que là où on va être différent, c'est sur ce deuxième filtre, le filtre de l'éthique. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'ensemble de nos placements et nos acquisitions sont éthiques, sont conformes au droit du commerce musulman. Alors, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on s'assure que l'ensemble des placements sont éthiques, sont conformes au droit du commerce musulman? Eh bien, on va faire appel à ce qu'on appelle un shaya-board. C'est quoi un shaya-board? Un shaya-board, c'est un conseil de chouour qui ont une double compétence, compétence dans les sciences islamiques et compétence dans la finance. Ils vont venir nous auditer. Donc, alors, c'est un conseil de chouour indépendant, hein. Ils n'ont rien à voir avec nous, ils sont complètement indépendants. Ils vont venir nous auditer pour vérifier que l'ensemble de nos placements et acquisitions sont éthiques, sont conformes au droit du commerce musulman. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à un shari'a On fait appel à un shari'a pour deux raisons. La première, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas dire, bah, venez chez Easy, c'est génial, on a des produits halal. Ouais, mais qu'est-ce qui dit que c'est halal? Bah, c'est nous. Ah, c'est pas possible. C'est un peu comme pour la viande, on a bien confiance à l'abattoir du coin, mais lui il va faire passer AVS pour faire certifier et tamponner sa viande comme quoi elle est bien halal. Eh ben, nous, c'est le même principe. C'est un peu notre AVS à nous. Deuxième raison, parce qu'en réalité, c'est un travail titanesque. C'est un travail précis. C'est un travail d'orfèvre. Parce que si je veux m'assurer que j'ai le droit d'investir dans telle ou telle entreprise, peu importe la forme, que ce soit en capital risque, en SEP, en unité de compte, en action, peu importe, en réalité, il faudrait que je me plonge dans les comptes de résultats de l'entreprise, dans les bilans de l'entreprise. Pourquoi? Parce que souvent, le problème, c'est pas l'activité principale. Enfin, l'activité principale, c'est ça, c'est facile. Pernod Ricard et produit de l'alcool, on n'investit pas chez eux. Je pense que si on ramène un petit garçon de 10 ans, on lui explique que l'entreprise produit de l'alcool, eh bien, il va savoir que c'est pas possible, on ne peut pas investir chez eux. C'est pas conforme au droit du commerce musulman. En revanche, là, on va avoir des difficultés. Ça va être en règle générale dans les activités dites secondaires ou la manière dont ils vont exercer leurs activités. Et souvent, quand je suis en entretien, souvent, j'ai juste mon propos avec deux exemples. C'est des exemples que j'aime bien, parce que c'est très parlant. Air France, fleuron de l'aviation française, déplacement de personnes, du fret, pas de problème, c'est halal Air France, je peux acheter des actions chez Air France. Eh bien non, parce que quand on va se plonger dans le compte de résultat, on va se rendre compte qu'il y a une grande partie du chiffre d'affaires d'Air France qui provient de la vente d'alcool et cigarettes. Vous savez, quand on est dans l'avion, on les a avec l'hôtesse passe pour vendre des cartouches de cigarettes ou autre. Donc, par conséquent, on ne peut pas investir chez eux. Le deuxième exemple est très parlant, c'est Total. Total, raffinerie, puits de pétrole, station essence, pas de problème, ça c'est halal. Alors, Total est très intéressant parce que ça a été chez Compliant à une époque. C'était halal à une époque, on pouvait investir chez eux. Et ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, on voit une autre difficulté. C'est que ça peut très bien l'être au mois de janvier et ne plus l'être au mois de septembre. Parce que moi, je pourrais très bien me dire, bah, moi, je vais me débrouiller tout seul, je vais essayer voilà, euh, d'essayer d'aller moi-même investir. Ben non, parce que c'est très complexe. Parce que d'ailleurs, même si on arrive à trouver que cette entreprise est éthique, elle peut ne plus l'être au mois de septembre. Il faut faire une veille.
Et donc, on a des audits réguliers. C'est pas une fois et après, on laisse tomber. Non, c'est pas comme ça. C'est des audits réguliers parce que l'activité de l'entreprise peut évoluer de sorte qu'elle ne soit plus halal. Total, ça a été le cas. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte on se rend compte qu'aujourd'hui, maintenant, malheureusement, une grande partie du chiffre d'affaires de Total repose sur l'usure. Ils génèrent une grande partie de leur chiffre d'affaires liée à l'usure. Comment ça? Oui, Total a une grosse, grosse, grosse trésorerie. Elle a une énorme trésorerie en milliards. Quand vous avez des milliards sur des comptes, si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne faites pas fructifier cette trésorerie, vous allez perdre de l'argent, bien sûr avec le phénomène de l'inflation. Donc, Total, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette société a recruté des trésoriers. C'est quoi le job des trésoriers? C'est de faire fructifier la trésorerie pour éviter de perdre de l'argent. Parce que si on a des milliards sur des comptes et qu'on a une inflation de 2%, bah, à la fin de l'année, j'ai perdu des millions. D'accord? Donc, leur job au trésorier, c'est de faire fructifier la trésorerie. Comment est-ce qu'ils vont faire fructifier la trésorerie? Eh bien, ils vont prêter l'argent. Ils vont prêter l'argent avec intérêt. Donc, ils vont placer les fonds d'une manière qui n'est pas halal, c'est-à-dire via les instruments de dette et générer énormément de ressources via l'usure. Voilà un peu, donc, ici, cette partie-là, la partie éthique, qui est bien sûr très importante. Je m'étale largement sur ce thème, le thème de la conformité, parce que c'est quand même le projet. Il faut quand même comprendre en quoi on est différent. Parce que c'est pas tout de le dire, c'est aussi donc d'expliquer pour le comprendre. La sortie, ça c'est pareil, c'est un sujet. Chez nous, la sortie, c'est en capital. Capital total ou partiel. D'accord? C'est-à-dire que je suis jeune retraité, j'ai 200 000 euros dans mon plan d'épargne retraite individuelle. Bon, première année de ma retraite, j'ai pas besoin de 200 000 euros. Donc, nous, en général, on recommande plutôt de faire des sorties en partiel. C'est-à-dire que je vais prendre 10 000 euros de versement, 10 000 euros de gains et laisser les 180 000 euros sur mon portefeuille qui vont continuer à travailler, à générer des gains. D'accord? Ou alors, je peux tout récupérer. Si je veux tout récupérer, je peux tout récupérer. OK. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de sortie en rente? Parce que dans le conventionnel, ils vont vous proposer de sortie en rente. Où vous gagnez, je sais pas moi, 300, 400, 500 euros tous les mois lorsque vous serez retraité. Pour quelle raison? Et parce qu'il y a du gharar, il y a de l'incertitude dans le contrat. On ne sait pas quelle durée ça va durer, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 30 ans. Donc, ce n'est pas éthique, ce n'est pas conforme au droit du commerce musulman. Donc, chez nous, il n'y a pas de sortie en rente. Nos perfs, nos performances, voilà, là, on vous les donne telles qu'elles sont, euh, sans absolument rien de caché. Ici, voilà, on va avoir ce qu'on appelle de la volatilité sur le portefeuille, des hauts et des bas, inévitablement. Là, on est tous logés à la même enseigne. On a beau avoir un asset, bah, ça va être comme dans le conventionnel. Parfois, le portefeuille va monter et parfois, il va descendre. On a trois niveaux de risque, on l'a dit, prudent, équilibré et dynamique. On a la possibilité et la faculté de changer de profil de risque. Mettons, moi, Maxime, je pars sur un profil équilibré. Au bout de 6 mois, allô, Maxime, bah, équilibré, c'est bien, mais je vois que dynamique, ils ont fait plus 20% l'année dernière. Waouh, ça me plaît. Allez, je veux passer en dynamique. Pouf, on passe en dynamique. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. On a le droit de faire ça 2 fois par an, gratuitement. Là, ici, si vous remarquez bien, on va avoir des hauts et des bas. Nous, ce qu'on a fait, ce qui est plus parlant, on a fait la moyenne sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, en moyenne, on a remarqué que pour le profil prudent, on était à 4,9%. Pour l'équilibré, 7,3%. Et pour le dynamique, 9,9%. Ça, c'est la moyenne par an, historique. Et donc, on voit que, effectivement, le portefeuille va monter et également va chuter. On aura des années positives et des années négatives. Avec le Perrin, comme en règle générale, c'est des horizons de placement qui sont assez longs, en réalité, c'est pas trop gênant parce que finalement, le risque va être amoindri avec la durée de placement. Plus je vais avoir un placement long dans le temps, et plus je pourrai aller m'exposer au risque. Pourquoi? Parce qu'on aura forcément des bonnes années qui vont venir gommer et effacer les mauvaises. Ensuite, on va gagner autre chose avec ce plan d'épargne de retraite individuelle. Et ça, c'est pas des gains potentiels. Ça, c'est pas des gains potentiels, c'est des gains qui sont sûrs, immédiats. C'est quoi? C'est des avantages fiscaux, notamment la fameuse déduction fiscale. Alors en France, vous pouvez agir sur l'impôt de trois manières. Vous avez ce qu'on appelle la réduction fiscale, vous avez ce qu'on appelle la déduction fiscale et vous avez ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Le Perrin, c'est quoi? C'est la déduction fiscale. Ça veut dire quoi, c'est la déduction fiscale? Ça veut dire que je vais agir sur l'assiette d'imposition. Je vais agir sur l'assiette d'imposition. Je vais réduire donc l'assiette d'imposition de ce que j'ai pu gagner l'année dernière. OK. Comment ça fonctionne exactement? On va prendre un exemple très concret. Le fisc, lorsqu'il veut calculer l'impôt d'un foyer, il a besoin de deux notions.
Il a besoin de savoir combien il y a de personnes dans le foyer, c'est le nombre de parts, et il a besoin de savoir combien le foyer a gagné l'année dernière. Prenons un exemple. Admettons que moi, Maxime, je suis célibataire. Donc, première notion, on a une seule part. Et admettons que j'ai gagné 50 000 euros. Donc, la deuxième notion, combien j'ai gagné l'année dernière. Là, le fisc, il va faire son petit calcul. Il dit, ah, voilà, Maxime, de 0 jusqu'à 10 000 euros, je vais arrondir les sommes parce que c'est un peu plus que 10 000, mais de 0 jusqu'à 10 000 euros, vous n'êtes pas imposable. Ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition le taux marginal d'imposition de 0%. Vous n'êtes pas imposable. C'est-à-dire que si je gagne que 10 000 euros dans l'année, bah, je ne suis pas du tout imposable. Ensuite, de 10 000 jusqu'à 27 000 euros, encore une fois, j'arrondis les sommes, donc les 17 milliers d'euros suivants, je suis imposable à hauteur de 11%, ce qu'on appelle le taux marginal d'imposition, donc des 11%. Et enfin, de 27 000 jusqu'à 50 000, donc les 23 derniers milliers d'euros que je vais gagner dans l'année, je suis imposable à hauteur de 30%. C'est le taux marginal d'imposition des 30%. C'est cette tranche-là qui fait mal dans mon imposition, dans mon exemple. Là, je vais dire au fisc, top, top, top. Arrêtez votre petit calcul là. Oui, j'ai gagné 50 000 euros, c'est vrai, mais j'ai injecté 10 000 euros dans un PERIN, dans un plan d'épargne retraite individuelle. Là, le fisc ne va plus m'imposer sur 50 000 euros, mais sur 40 000 euros. J'ai fait une déduction fiscale, j'ai donc réduit mon assiette d'imposition. OK. Ces 10 000 euros là, que j'ai sauvés du calcul, si ils avaient intégré le calcul, ils auraient été imposables à quelle hauteur? À hauteur de 30%, parce qu'on va du haut vers le bas, bien sûr. 10 000 euros fois 30%, sur ces 10 000 euros-là, j'aurais dû payer 3 000 euros d'impôt. Donc, en injectant 10 000 euros dans mon plan d'épargne retraite individuelle, j'ai gagné 3 000 euros d'impôt. Ça, c'est donc un gain qui est immédiat. Et c'est un gain qui est tellement énorme que l'État français a mis en place des plafonds. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défiscaliser autant qu'on veut. Et les plafonds, si vous êtes curieux, ils sont indiqués dans votre dernière page, votre dernier avis d'imposition. Vous allez avoir, vous verrez, vous allez avoir quatre lignes quatre lignes avec des dates, l'année et les trois dernières années, donc 2023, 2022, 2021. Et vous allez voir que vous allez avoir une espèce de cumul. Parce que l'État français a offert une sorte de cadeau pour la première fois. C'est que vous pouvez cumuler le plafond de l'année en cours et les trois dernières années. On peut cumuler les trois dernières années, donc 2023, 2022, 2021. D'accord? Donc, on va avoir finalement un plafond qui est assez conséquent puisqu'on peut cumuler 4 années en tout. En plus, on va avoir le droit de cumuler le plafond de son conjoint. Donc là, en règle générale, on a des plafonds quand même qui sont assez conséquents, avec un minimum d'environ 4 000 euros chaque année. OK. Ça, c'est le plus gros avantage du PERN. Mais il y en a d'autres. Le deuxième ici qu'on a évoqué, c'est en cas de décès. J'injecte Monsieur Dupont injecte dans son PERN de l'argent tous les mois, tous les ans. OK. Le pauvre, 5 ans, 10 ans avant la retraite, il décède. Il y a, je ne sais pas moi, 200 000 euros sur son PERN. Eh bien là, tous les bénéficiaires de son PERN, admettons qu'il a deux garçons, chacun va récupérer 100 000 euros dans mon exemple et c'est net d'impôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont un abattement jusque 152 000 euros 500. Ils ont un abattement jusque 152 000 euros 500. Petite parenthèse également pour un petit bonus, un petit plus, c'est que lorsque je vais souscrire un plan d'épargne retraite individuelle, j'ai le droit de désigner les bénéficiaires et j'ai le droit de désigner les bénéficiaires avec les codes-parts. Les codes-parts qui vont être en adéquation avec mes valeurs, donc avec le droit musulman. Parce que comme vous savez, les systèmes d'héritage donc, dans l'islam est différent du système d'héritage dans le droit français. Donc je vais pouvoir choisir les codes-parts. Et par exemple, je vais pouvoir faire hériter mes parents. Alors que dans le droit français, si j'ai des enfants, une épouse et des enfants, mes parents n'héritent pas. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir les faire hériter. Puisque dans le droit musulman, on doit faire hériter ses parents si jamais ils sont encore en vie. Puisque ils ont une part d'héritage, comme vous le savez. Également, cet abattement de 152 000 euros 500, élément très important, c'est hors actif successoral. Ça aussi, c'est un sujet. Préparer sa transmission, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire hors actif successoral? On va prendre mon exemple toujours de Monsieur Dupont, qui décède et qui laisse derrière lui deux garçons, deux fils. Il a personne d'autre, il a que deux garçons. Je prends cet exemple parce que ça marche dans le droit français comme dans le droit musulman, chacun va récupérer 50%. On va d'abord faire le bilan des actifs de Monsieur Dupont. On voit qu'il a une maison qui est estimée 200 000 euros, une voiture qui est estimée 50 000 euros et 50 000 euros de liquidité. Ça fait combien en tout? Ça fait 300 000 euros. Chacun va récupérer 150 000 euros dans mon exemple. On est d'accord? OK. Lorsque vous héritez de vos parents, sur la partie actif, vous allez avoir un abattement jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire jusqu'à 100 000 euros, vous ne payez pas d'impôt. Donc, dans mon exemple,
les enfants de Monsieur Dupont vont payer des impôts sur 50 000 euros, ce qu'ils vont hériter de 150 000 euros. Sur ces 50 000 euros-là, ils vont avoir une imposition, donc c'est un peu comme pour l'impôt, hein, vous avez un barème progressif, et donc ils vont être imposables sur ces 50 000 euros. OK. On se rend compte également que Monsieur Dupont, il a un perrin avec 100 000 euros. Chacun va récupérer donc 50 000 euros, on est d'accord. Est-ce qu'on va les rajouter aux 150 000? Non, c'est hors actif successoral. C'est-à-dire que le perrin a sa propre règle en matière de fiscalité en cas de décès. C'est quoi la règle? Eh bien, chaque bénéficiaire a le droit à un abattement jusqu'à 150 000 euros, 500. Et donc, ça me permettra aussi de préparer ma transmission, ma succession. Surtout si j'ai beaucoup d'actifs ou si j'ai peu d'héritiers, d'accord? Pour éviter qu'ils soient trop taxés. Ça, on l'entend souvent aussi. Ah bah oui, un tel est décédé, il a été obligé de vendre les biens, les biens immobiliers de ses parents parce qu'il ne pouvait pas payer les droits de succession. Ah ouais, forcément, on s'est mal préparé. On a le droit à un troisième avantage fiscal, ici vous l'avez, c'est le PFU, prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. J'y reviendrai dans les cas de sortie que je vais évoquer avec vous. Euh, par la suite, ce sera le dernier thème, le thème de la sortie. Comment est-ce que je sors du perrin? Ok, c'est bon, j'ai compris. Chez Easy, vous avez développé un perrin qui est éthique et conforme au droit du commerce musulman. C'est bon, j'ai confiance. Ok. Chez Easy, j'ai compris, vous avez les mêmes avantages fiscaux que dans le conventionnel. Pas de problème, on y va. Maintenant, moi, je vais mettre de l'argent tous les mois. J'ai bien compris, je fais une déduction fiscale, je gagne au niveau du fisc, mais quand est-ce que je peux récupérer l'argent? Allô Maxime, je vais acheter un véhicule. Allô Maxime, je vais faire le Hajj, je vais récupérer l'argent. Ça, c'est pas possible. On l'a dit dans l'introduction. Retenez bien ça. Dès que l'État français vous offre un avantage fiscal, il y a forcément des inconvénients. On l'a dit pour le Pinel. Pour le Pinel, ils vont vous obliger à louer le bien pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, en fonction des nombres d'années que vous allez choisir. Et avec un loyer réduit. Donc vous aurez un effort d'épargne à faire. Bah là, c'est pareil. On va vous offrir un avantage fiscal, mais derrière, on va avoir un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? Eh bien, ici, comme je disais, c'est qu'on ne peut pas récupérer l'argent du jour au lendemain. Le produit n'est pas liquide. C'est quoi un produit liquide? Un produit liquide, c'est lorsque vous pouvez récupérer l'argent du jour au lendemain. Là, le placement n'est pas liquide. On peut récupérer l'argent dans cette situation. Donc la retraite, bon, comme son nom l'indique, hein, plan d'épargne retraite. Je suis jeune retraité, à le maximum, je récupère l'argent, pas de problème. Voici. Donc on l'a dit, soit vous récupérez la totalité ou partiellement. Deuxième situation, achat de la résidence principale. Allô Maxime, j'achète ma résidence principale. Alors attention, quand je dis résidence principale, vous pouvez très bien avoir aujourd'hui une résidence principale et vouloir en racheter une nouvelle. Donc c'est également un cas de déblocage. C'est pas juste la première, non. J'ai ma résidence principale, je vais en acheter une nouvelle et celle que j'ai actuellement, je vais la mettre en location. Pas de problème, on débloque le perron. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les cas de coup dur. Il y en a cinq. Donc invalidité deuxième et troisième catégorie, décès du conjoint, faillite si on a son compte, d'accord? Cessation du droit au chômage si on est salarié, surendettement. Ok. Ces sept situations ont une fiscalité différente. Je sors du Perrin, cessation et droit au chômage. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le conventionnel. On va faire une petite rupture conventionnelle quelques années avant la retraite. On va voir l'employeur. L'employeur est bien content de se débarrasser de moi parce que je suis vieux et usé. D'accord? Moi, je suis content de partir en retraite, une sorte de retraite anticipée. Je vais avoir 1 an et demi, 2 ans de chômage. On fait une rupture conventionnelle. Je pars au chômage. Au terme d'expiration des droits chômage, je tends mon attestation de Pôle emploi, France Travail. Maxime, voilà, j'ai plus le droit au chômage, station de droit au chômage, je vais récupérer mon périn, pas de problème. Pourquoi est-ce que c'est très utilisé dans le conventionnel? Parce que si vous sortez du périn en cas de coup dur, donc les 5 coups durs qu'on a évoqués ensemble, je commence par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est ce que vous avez en dessous au niveau de la slide, mais je commence par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Un des 5 cas de coup dur, eh bien, j'ai zéro impôt. Pour comprendre la fiscalité à la sortie, on va scinder le contrat en deux. On a ce qu'on appelle les versements et on a ce qu'on appelle les gains. Les versements et les gains. Admettons, j'ai fait 10 000 euros de versements et 10 000 euros de gains. On va prendre toujours le même exemple. Petite parenthèse pour rappeler que vous avez affaire à des gains composés. C'est-à-dire que les gains sont automatiquement réinjectés dans le portefeuille. Admettons, j'ai mis 10 000 euros dans un périn l'année dernière et j'ai fait 7%. C'est-à-dire que j'ai fait 700 euros. Donc, l'année suivante, c'est plus 10 000 euros qui travaillent, c'est 10 700. Donc, c'est un effet exponentiel boule de neige qui est très intéressant également. Admettons, j'ai mis 10 000 euros de versement et 10 000 euros de gains. Expiration d'un droit chômage, allô Maxime, je récupérais l'argent. Pas de problème, on ouvre le dashboard de suivi parce que vous allez avoir un dashboard de suivi pour suivre votre placement au quotidien. Et on voit qu'on a fait 10 000 euros de versement et 10 000 euros de gains. En cas de coup dur, il y a zéro fiscalité. Sur les 10 000 euros de versement, je les récupère, net d'impôt. Alors que je suis rentré et j'ai un avantage de 30%, donc de 3 000 euros. Sur les 10 000 euros de gains,
Je vais passer par deux cases, la case impôt et la case prélèvements sociaux. Retenez une chose, c'est que les prélèvements sociaux, vous les paierez systématiquement. De toute façon, les prélèvements sociaux, tout le monde les paye. Sur tous les gains que vous générez en France, que ce soit des gains liés à des salaires, liés à des revenus fonciers, des revenus de bourse, assurance vie, peu importe, vous paierez toujours les prélèvements sociaux. Il y a quelques exceptions sur des livrets, par exemple, mais en général, ce sont des produits qui ne sont pas éthiques. Donc là, je paierai quand même les prélèvements sociaux, c'est à 17,2%. Mais j'ai zéro impôt. Et sur les versements et sur les gains. Super. Maintenant, qu'en est-il pour la retraite? Bah, pour la retraite ou pour l'achat de la résidence principale, là, c'est différent. Pour la partie versement, je suis fiscalisable. Je vais devoir payer l'impôt. Bon, on l'a dit ensemble tout à l'heure en introduction. Un jeune retraité, 1350 euros de retraite en moyenne. En règle générale, un retraité ne paye plus d'impôt. Allez, maximum, s'il y a une grosse, grosse retraite, il va monter sur une TMI à 11. OK. Il est rentré à 30 et il sort à 11. Donc, il est forcément gagnant. Il est rentré à 30, il n'est pas imposable, il sort à 0, il est gagnant. Sur les 10 000 euros de versement, donc il ne paiera pas ou très peu d'impôts. Sur les 10 000 euros de gain, il passera par les deux cases, l'impôt et les prélèvements sociaux. Donc, on l'a dit, l'impôt, bah, ça va dépendre de sa TMI. Comme on l'a dit, un retraité, en général, ne paye pas d'impôt. Et s'il a une grosse, grosse retraite, je me répète peut-être, mais ça va être maximum à 11%. 11 plus 17,2 ou 0 plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, ça va faire soit 17,2, soit 28,2 pour la partie gain. Pour la partie achat de la résidence principale, là, ça pourrait être pertinent de débloquer le terrain, comme ça pourrait être un petit peu moins pertinent. Mais on va voir qu'on a quand même un avantage fiscal. Allô, Maxime, je vais acheter ma résidence principale, je veux débloquer mon terrain. Pas de problème. On a fait 10 000 euros de versement, 10 000 euros de gain. Les 10 000 euros de versement, ici, sont fiscalisables. Donc là, ici, ça va dépendre de ma TMI, ma tranche marginale d'imposition. Je suis rentré dans le terrain, j'avais une TMI, une tranche marginale d'imposition de 30%. Donc je suis rentré, j'ai gagné 3 000 euros. J'achète ma résidence principale, souvent on est encore actif. Et là, si ma TMI est similaire, donc 30%, eh ben là, je vais payer 3 000 euros d'impôt. Donc mon avantage, on pourrait penser qu'il s'annule, sauf que ce n'est pas tout à fait exact. Premièrement, pendant tout ce temps, bah, l'argent a généré des gains. Et deuxièmement, sur la partie gain, je vais avoir un nouvel avantage fiscal, puisque là, ici, je vais passer par la case impôts et prélèvements sociaux. Impôts, donc on l'a dit, ma TMI toujours de 30%, donc normalement 30%, plus 17,2%, ça ferait 47,2%. Sauf que là, j'ai le droit à un dernier avantage fiscal, à la fameuse flat tax, le PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui dit quoi? Qui dit que je paye que 30% tout confondu, au lieu de 47,2. Donc 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc j'ai encore un avantage fiscal. OK. Est-ce que ça peut être pertinent d'acheter pour la raison? Oui, ça peut être tout à fait pertinent parce qu'on peut avoir une évolution de la cellule familiale qui fait que ma TMI baisse, chute. C'est pour ça que c'est très important de s'y prendre tôt et jeune quand on ouvre un périn. Pourquoi? Je suis jeune actif. Je dis, allez, j'ai une TMI qui est forte, j'ai une forte pression fiscale, je suis à 30%, 41%, allez, j'injecte de l'argent dans mon périn, je défiscalise. Entre-temps, je me marie, j'ai des enfants. Je chute, ma TMI chute de 30% à 11%. Allô Maxime, je suis marié, j'ai des enfants, je vais acheter ma résidence principale, je veux débloquer mon périn. Là, c'est une très bonne stratégie. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans le périn, j'ai gagné 30% au niveau des impôts, et quand je ressors, je vais payer que 11. Donc là, ici, la règle générale du périn, c'est ce qu'on dit souvent, rentrer dans le périn quand on a une forte fiscalité, et on en sort quand on a une faible fiscalité. D'accord? Ok. Qui peut souscrire? Donc, on l'a dit, hein, c'est un plan d'épargne retraite individuel, donc tout particulier peut souscrire. Il faut être. Pour les mineurs, maintenant, c'est plus possible, ça a été une époque. Et donc, comme on disait, c'est bien sûr adapté à des personnes qui ont une forte fiscalité. On estime que vous avez une forte fiscalité à partir du moment où vous avez une tranche marginale d'imposition de 30%. Comment je connais ma tranche marginale d'imposition? Pas besoin de faire 10 000 calculs. Regardez la dernière page de votre dernier avis d'imposition, c'est noté. Vous avez TMI, votre plus haute tranche marginale d'imposition qui est indiquée dans votre dernier avis d'imposition. Si vous voyez 30, c'est-à-dire que chaque centime que vous allez injecter, vous gagnez 30%. J'injecte 1 000 euros, je gagne 300 euros d'impôt. J'injecte 10 000 euros, je gagne 3 000 euros d'impôt. J'ai une TMI à 41, ah, c'est encore mieux. J'injecte 1 000 euros, je gagne 410 euros d'impôt. J'injecte 10 000 euros, je gagne 4 100 euros d'impôt. J'ai une TMI à 45%, bah là, c'est encore mieux. J'injecte 100 euros, j'injecte 1 000 euros, je gagne 450 euros d'impôt. J'injecte 10 000 euros, je gagne 4 500 euros d'impôt. Comment l'alimenter? C'est assez simple. Chez nous, chez 510 Easy, il faut commencer. On commence un périn, on ouvre un périn avec 1 000 euros. C'est le montant minimum, versement initial. Et je peux l'alimenter de deux manières, ou de trois manières plutôt. La première, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un versement programmé. C'est-à-dire que tous les mois, je peux injecter de l'argent dans mon périn. Ce qui est génial avec le versement programmé, c'est qu'il n'y a pas d'engagement, ni sur la durée, ni sur les montants. C'est-à-dire que je peux augmenter à n'importe quel moment les montants, je peux les diminuer à n'importe quel moment, et je peux les arrêter à n'importe quel moment.
La seule contrainte, c'est que le plancher, c'est 100 euros par mois. C'est minimum. Je ne pourrais pas mettre 20 ou 30 euros par mois, c'est pas possible. Donc, je peux très bien mettre 100 euros par mois. Au bout de 6 mois, le maximum, bon, 100 euros, c'est léger. Puis en plus, j'ai envie de défiscaliser plus. Je veux passer à 200. Passer à 200. Au bout de 6 mois, le maximum, je veux m'arrêter. On s'arrête, etc., etc. On peut reprendre par la suite, etc. En règle générale, bien sûr, on se voit plusieurs fois dans l'année pour faire le point. Et souvent, on va faire le point au mois de décembre parce qu'on a une deuxième possibilité, c'est qu'on peut injecter aussi à n'importe quel moment de l'année des fonds. Par exemple, au mois de décembre, en général, on fait un bilan. Allô, Maxime, oh là là, j'ai gagné beaucoup plus que prévu. Vite, 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 il faut que je défiscalise plus. Je vais injecter 10 000 euros de plus, 5 000 euros de plus, 1 000 euros de plus. Pas de problème. On fait ce qu'on appelle un versement complémentaire à n'importe quel moment de l'année. Dernière manière d'alimenter mon plan d'épargne retraite individuelle. Et ça, c'est un point très important. J'attire votre attention là-dessus. Vous allez pouvoir transférer vos plans d'épargne retraite, que ce soit un PERP, loi Madelin, un PERO, ce qu'on appelle un PERO, l'article 89, un PERCO ou un PERCOL que vous avez donc chez votre employeur. Vous allez pouvoir donc le transférer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un PERCO ou un PERCOL, en règle générale, le PERCO ou le PERCOL, c'est quoi? En règle générale, l'entreprise, lorsqu'elle va vous proposer à la fin de l'année ce qu'on appelle une prime d'intéressement et participation, elle va dire, voilà, monsieur l'employé, je veux vous donner une prime d'intéressement et participation. Vous avez deux choix. Soit je vous la donne, et donc vous touchez l'argent, vous êtes imposable, ou soit je vous la mets dans un plan d'épargne retraite collectif, souvent c'est couplé avec un PE, plan d'épargne d'entreprise, et je vais abonder, c'est-à-dire je vais rajouter de l'argent, et vous allez avoir non seulement plus d'argent, mais en plus vous ne serez pas imposable, puisque vous n'avez pas touché l'argent, mais en revanche, il faut le mettre dans un plan d'épargne retraite collectif, souvent couplé avec un PE, plan d'épargne d'entreprise. Souvent, l'employé dit, ah bah ouais, c'est plus intéressant, choisis cette deuxième option. Le problème, c'est que les fonds sont confiés à un assureur. Il y a quatre leaders. C'est Amundi, le premier, c'est une branche du Crédit Agricole. Natixis, HSBC et BNP. En général, c'est un des quatre. Le problème, c'est que l'argent va travailler d'une manière qui n'est pas halal. Donc là, ici, comme on l'a dit, dans le thème de la conformité, quand j'ai fait le parallèle avec le conventionnel. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir transférer ces contrats. On va pouvoir aller vider ces contrats et les transférer vers un plan d'épargne retraite individuel chez nous qui va travailler d'une manière halal. Et donc, on va faire ici quelque chose qui va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc ici faire travailler l'argent d'une manière halal, éthique, conforme au droit du commerce musulman. Comment je sais si j'ai un perco ou un percol? Parce que parfois, les employés ne savent même pas. Parfois, ils vont même avoir plusieurs contrats. Moi, j'ai des clients qui ne savaient pas, ils avaient des plans d'épargne retraite collectif à leur nom, qui ont été pris à leur nom par leur employeur et ne le savaient pas. Alors, pour ce faire, comme l'État français est conscient que parfois on peut ne plus s'en rappeler ou même ne pas le savoir, eh bien, ils ont mis en place un site. C'est un site gouvernemental qui vous permet d'aller voir si il y a des plans d'épargne retraite qui ont été pris à votre nom. Donc, ça va répertorier finalement tous les plans d'épargne retraite. Ce site, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre tout de suite dans le chat et ça va vous permettre, donc normalement, si je ne me trompe pas, ouais, voilà, je vous l'ai mis dans le chat, ce site-là. Faites-y un tour, ça ne vous coûte rien. Vous allez vous connecter et vous allez pouvoir voir si vous avez donc un plan d'épargne retraite qui a été pris à votre nom. OK. Comment transférer mon PER1 qui n'est pas conforme ou mon PERCO ou mon PERCOL, mon PER du manière générale? Eh bien, ici, j'ouvre un PER1 chez nous, chez 576i. Je fournis le relevé situation. Il faut juste qu'on ait le relevé de situation donc, de votre PER, donc le plan d'épargne retraite, que ce soit un PERP, hein, encore une fois, article 89, loi Madelin, le PERCO, le PERCOL, peu importe. Ensuite, nous, on va éditer ce qu'on appelle un bulletin de transfert, on vous le fait signer. Et ensuite, on va s'occuper du reste. On va transmettre le bulletin de transfert à l'assureur, donc je sais pas moi, Amundi ou peu importe. Et eux ensuite vont transférer les fonds. Je m'acquitte des gains réalisés en don, l'étape simple. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez généré des gains avec ce plan d'épargne retraite qui n'est pas halal, qui n'est pas éthique, eh bien ces gains, normalement, c'est pas normalement, il faut s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ce sont des gains en général qui sont générés, donc comme on l'a dit, soit via l'usure, soit via des unités de compte qui sont pas halal. Comment on souscrit chez 576i un plan d'épargne retraite individuel? Eh bien, c'est simple. On prend rendez-vous. Je vais vous mettre après un lien vers mon agenda électronique. On souscrit en ligne. On fait tout par prélèvement. Je vous rappelle qu'on on fait partie maintenant donc des 100 entreprises de la FinTech, c'est pas pour rien. On allie donc la finance et la technologie. Et donc, tout se fait à distance, tout se fait en visio, tout se fait en partage d'écran. C'est très, très, très souple. Voilà, donc ils nous ont fait confiance. Tous les clients qui ont pu donc nous faire confiance, on espère que s'il y en a certains là qui nous suivent, qui me suivent pendant ce webinaire, on espère qu'on a été à la hauteur.
et on essaiera toujours, bien sûr, de vous accompagner au mieux pendant toute la durée. Donc, bien sûr, du placement, on sera à vos côtés. Vous allez avoir un dashboard de suivi, vous allez avoir des rendez-vous avec vos conseillers, vous allez suivre le placement au fur et à mesure du temps. Et bien sûr, on sera là pour vous prodiguer les conseils et faire des bilans, des points d'étape chaque année pour essayer de défiscaliser au mieux, pour essayer de placer au mieux et pour essayer, donc avant tout, on est conseiller en gestion de patrimoine, hein. L'idée pour nous, c'est vous gagner le plus possible. La petite particularité, comme je disais, c'est que c'est conforme au droit du commerce musulman. Ce que je vais faire maintenant que ce webinaire est terminé, on a respecté le timing, alhamdoulilah. Je vais passer donc toute la question, tout ce qui est questions-réponses. Et on y va avec les questions-réponses. Vous avez un petit QR là ou chat, hein, et vous allez pouvoir donc, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On va essayer d'y répondre. Alors, dans le chat, bonjour, donc je n'ai pas reçu le lien. Je vous ai remis dans le chat, je vous ai remis le lien vers le site qui vous permet de savoir si vous avez un perco ou un percol qui a été pris à votre nom. Je vous ai mis également là tout de suite dans le chat, je vous mets un lien vers mon agenda électronique si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Alors, on va répondre aux questions. Bonjour. Alors, si vous pouvez poser des questions dans QR, ce serait top. Ce serait vraiment bien. Il y a un petit onglet QR, questions-réponses. On va essayer d'y répondre. Je vais prendre quelques questions et essayer d'y répondre. Alors, comment s'assurer que le gouvernement ne modifie pas les avantages fiscaux dans le futur? Est-ce que les lois en vigueur au moment de la création du parrain s'appliqueront même si les lois changent? Alors, c'est une bonne question. En règle générale, quand il y a une modification de la législation, c'est pas effet rétroactif. C'est-à-dire qu'en règle générale, on ne peut pas revenir sur les avantages qui ont été acquis. Les avantages sont acquis, ils sont acquis. Après, est-ce que les avantages vont évoluer avec le temps? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, les avantages acquis seront acquis. Ça, c'est une certitude. Notre frère Hassan qui travaille avec nous, qui dit souvent un dans la main vaut mieux que deux, tu l'auras. Et il a bien raison. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que vous avez ces avantages fiscaux. Demain, est-ce qu'ils seront toujours présents? Ça, Allah alam, je peux pas vous dire, on ne peut pas le savoir. Mais au moins, en tout cas, aujourd'hui, vous les avez. Donc, ce serait dommage de s'en priver. J'ai un TMI à 11%. Est-ce que c'est quand même intéressant d'ouvrir un PER1? Alors, la tranche marginale d'imposition de 11%, on ne va pas recommander le PER1, mais on va recommander d'autres produits de placement. On va recommander d'autres produits de placement. Donc, c'est intéressant de prendre rendez-vous dans tous les cas parce qu'on a d'autres outils. Là, aujourd'hui, on évoque le PER1 parce que le PER1, il a ce double avantage de faire fructifier les fonds et en plus de payer moins d'impôts. Mais la TMI à 11%, oui, on va dire que c'est un peu moins intéressant. On va dire que c'est un peu moins intéressant. D'accord? C'est du cas par cas après. Il va falloir effectivement il va falloir effectivement prendre rendez-vous pour pouvoir faire une étude personnalisée. Alors, je vois que vous me disiez que là, je vois que dans le chat, vous ne voyez pas les liens. Donc là, je viens de vous remettre le lien vers mon agenda électronique. Je vous le remets. Hop, je pense que là, tout le monde doit le voir. Et je vais vous mettre tout de suite le lien vers le site pour pouvoir vérifier si vous avez un percol qui a été pris à votre nom. Je vais tenter de vous récupérer. Apparemment, il y a eu un petit bug là. Hop, allez, c'est les aléas du direct. On revient ici et hop, je vous le remets. Je pense que là, tout le monde doit le voir. Là, vous avez les deux liens. Alors, le lien vers mon agenda électronique pour prendre rendez-vous et justement, bah, pour avoir ce rendez-vous personnalisé, d'où l'importance de prendre un rendez-vous personnalisé. On va faire ce qu'on appelle un audit patrimonial pour déterminer les besoins, pour déterminer les projets, pour déterminer votre situation personnelle, professionnelle et financière actuelle et vous orienter vers les solutions qui nous semblent les plus adaptées. Alors ici, je vois qu'on a des amis belges qui sont là, donc qui posent la question, Salam alaikum, est-ce que vous prenez des clients belges? Voilà, j'ai 53 ans, je voudrais savoir si c'est intéressant pour mon âge, etc. Euh, alors, c'est pareil, là ici, le plan d'épargne retraite individuelle, donc on va pouvoir défiscaliser les gains, les salaires qui sont générés en France. Euh, Ceci dit, pour nos amis belges, on a d'autres produits de placement, donc ce sera à peu près la même réponse que pour la personne qui a posé la question pour la TMI à 11%. Prenez rendez-vous, on va vous proposer d'autres produits de placement, d'autres produits d'épargne qui sont conformes au droit du commerce musulman. Question, bonjour, quel est le montant de vos commissions? Alors, le montant de nos commissions, c'est une très bonne question. On va avoir ce qu'on appelle des frais d'entrée. Donc, on va retenir une somme d'argent pour chaque
sommes qui vont être injectées dans mon périn, on va retenir ce qu'on appelle des frais d'entrée. Les frais d'entrée, ils démarrent à 4,5% chez nous et ils sont dégressifs en fonction des sommes que vous allez injecter. Je répète, ils sont dégressifs en fonction des sommes que vous allez injecter. OK? Donc, on peut arriver à 4, 3,5, 3, ça va dépendre des sommes que vous injectez. Tout en sachant que euh, euh, ces sommes d'argent, à quoi elles servent? Ça, j'aime bien souvent l'expliquer. Bah, différentes choses, bien sûr. On va payer toute la filière, hein, les personnes qui travaillent chez Easy, l'asset manager, etc. On va avoir aussi des frais que n'ont pas le conventionnel. Donc, il faut qu'on paye le share board. Share board, c'est pas gratuit, hein. On fait déplacer des personnes qui vont nous auditer. Donc, les chouïours, il faut les payer aussi. C'est normal. Et donc, inévitablement, on va avoir des coûts importants. Donc, c'est à ça que ça sert. Et aussi, vous allez être conso-acteur parce qu'on va rémunérer aussi notre équipe R&D qui est toujours en train dans leur laboratoire, en train d'essayer de développer des nouvelles solutions de placement pour pouvoir vous proposer des nouvelles solutions de placement éthiques conformes aux droits du commerce musulman. Voilà, je suis désolé pour ici pour ce webinaire s'il a été trop long ou trop court. J'espère qu'il a été à votre goût. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc directement depuis ce lien, vous allez pouvoir prendre rendez-vous et peut-être une dernière question ici. Bonjour. Le transfert du compte PE existant, n'hésitez pas à interdit si on trouve quelqu'un contacte la banque gestion. Euh, j'ai pas bien compris la dernière question. Alors, vous m'excuserez. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. On évoquera, Inch'Allah, les différentes questions. Jazana wa yakoum. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.